Réseau Santé est un réseau provincial qui fait la promotion de la santé en français. On fait partie d'un mouvement santé en français fédéral qui, dans chaque province, a un réseau comme le nôtre qui fait la connexion entre les professionnels de santé et les communautés francophones. Des jeunes aux aînés, du nouvel arrivant aux francophones déjà établis, Réseau Santé est là pour vous aider à vivre votre santé en français au quotidien. Pour les gens qui veulent consulter un professionnel de la santé, c'est vraiment important qu'ils puissent s'exprimer dans leur langue maternelle pour être mieux engagés dans le système de soins et aussi pour pouvoir s'exprimer de la meilleure façon possible, de recevoir les meilleurs soins la première fois qu'ils sont demandés. 116/82, totalement normal. Je pense que c'est un francophone qui a besoin d'avoir accès aux services de la santé. Je pense qu'il y a clairement un avantage d'aller voir un médecin qui parle français. Déjà, le langage médical n'est pas facile et d'essayer de comprendre un langage médical dans une autre langue, c'est encore plus difficile. C'est vraiment un choix personnel. J'ai de la chance, j'ai jamais eu affaire à un médecin que je comprenais pas, mais j'imagine que ça doit être très stressant d'être dans ce cas-là. Ça nous permet de mieux expliquer le traitement qui est proposé. Ça permet aux gens de mieux le comprendre et souvent de mieux y adhérer. Quand un francophone arrive en Colombie-Britannique, des fois ils ont déjà un dossier médical en français et évidemment je peux le consulter et ce n'est pas nécessairement le cas de certains de mes collègues. Et grâce à Réseau Santé, ce qui est très bien, c'est que je sais où trouver l'information. Si j'ai besoin d'un médecin ou de me faire soigner en français, je sais où est-ce que je peux avoir son adresse. En tant que professionnel de santé francophone, c'est une évidence pour moi d'être dans le répertoire de Réseau Santé. Cela me permet de pouvoir conseiller mes clients en français et en même temps pour eux de pouvoir me trouver à travers ce réseau. Réseau Santé, c'est votre accès direct aux services de santé en français dans toute la province. Plus de 1000 professionnels de santé sont à votre service en français. Vous pouvez les géolocaliser grâce à notre site internet pour faire vos recherches par profession et par ville. Réseau Santé vous aide au quotidien à mieux comprendre le système de santé en Colombie-Britannique. Nous vous offrons des activités sur le bien-être et la santé pour vous permettre de rester en santé en français. Réseau Santé, c'est un répertoire de professionnels de la santé en français, mais c'est aussi une mine d'informations sur la santé en général. Et par exemple, je suis connectée sur Facebook à leur page et il y a des tonnes d'infos, c'est très intéressant. En suivant Réseau Santé sur les réseaux sociaux, vous êtes tenu au courant des activités pour les francophones et de l'actualité de la santé en français dans toute la province. Si vous voulez des services de santé en français, il y a beaucoup de ressources qui vous sont déjà disponibles. Profitez-en et puis demandez d'avoir des services de santé en français. Ça va vous permettre d'avoir les meilleurs services possibles. Ces services-là existent déjà. Il suffit de le demander. Bonjour et bienvenue au webinaire sur les grossesses à risque. Il s'agit du 6e et dernier webinaire sur la série sur la santé des femmes. J'ai eu le plaisir de collaborer avec Patricia Rolf, qui est une sage-femme qui travaille également dans la province. Alors merci à Réseau Santé et à Réseau Femmes de nous avoir proposé ce projet. Bonne présentation. Une grossesse à risque, c'est une grossesse qui pose un risque pour la santé de la maman ou la santé du bébé. Au Canada, il y a environ 20% des grossesses qui tombent dans cette catégorie. Aussi, quand on parle de grossesse très à risque, il y en a environ 3%. Cela veut dire que la plupart des grossesses se déroulent normalement. Quand la grossesse est considérée à risque, elle nécessite une prise en charge spécifique et une surveillance accrue de la part de tous les professionnels de la santé. La grossesse à risque, c'est un terme global qui comprend beaucoup de catégories. Il y a l'âge maternel, avec une mère qui peut être très jeune, de moins de 17 ans, ou une mère plus âgée, de plus de 35 ans. Il y a le mode de vie, avec l'usage de tabac, d'alcool ou de drogue pendant la grossesse. Il y a les antécédents médicaux, avec les antécédents d'une grossesse précédente, comme une césarienne, un bébé préterme ou un bébé de petit poids. Les antécédents familiaux de la femme, des antécédents de fausse couche ou l'histoire d'un bébé mort-né. Il y a toutes les maladies chroniques, comme l'hypertension, le diabète, les maladies cardiaques, les maladies rénales, une histoire de cancer, d'épilepsie ou les maladies intestinales, pour en nommer quelques-unes. Il y a des complications de la grossesse, comme un problème avec l'utérus, par exemple un fibrome, des problèmes avec le col utérin, comme un col qui est trop court, des problèmes avec le placenta, le liquide amniotique, comme la quantité du liquide amniotique, ou la croissance du fœtus, si le fœtus est trop petit ou trop gros. Il y a les grossesses multiples, comme les jumeaux ou les triplets.
Et finalement aussi, il y a l'usage des technologies de procréation assistée, comme la fécondation in vitro. Comme il s'agit d'un sujet très vaste, nous avons choisi de vous parler de 4 types de grossesse à risque. L'hypertension de grossesse, le diabète de grossesse, les grossesses multiples et les grossesses après 35 ans. Les troubles hypertensifs de la grossesse sont très communs à travers le monde et le Canada n'est pas épargné. Heureusement, au Canada, nous avons les moyens de souvent le prévenir ou de le soigner assez tôt pour éviter la plupart des complications. Parmi les troubles hypertensifs, il y a plusieurs catégories. Il y a des femmes qui ont une hypertension chronique qui existait avant la grossesse ou qui s'est développée pendant la première moitié de la grossesse. L'hypertension est une haute pression sanguine qui est de plus de 140/90. Il y a aussi l'hypertension gestationnelle, c'est-à-dire une hypertension qui s'est développée après 20 semaines de grossesse, pendant la deuxième moitié de la grossesse. Il y a la prééclampsie, un terme que vous avez sans doute déjà entendu. Il s'agit d'une hypertension de la grossesse qui est associée soit avec de la protéine dans l'urine, ou bien encore avec un état indésirable ou une complication grave. Je vais vous parler de ces symptômes prochainement. Ensuite, il y a l'éclampsie. L'éclampsie, c'est un état de convulsion généralisée. C'est une condition très rare au Canada car normalement on traite l'hypertension avant de se rendre à l'état d'éclampsie. Voici une liste des états indésirables et des complications graves reliées aux troubles hypertensifs de la grossesse. Ils sont divisés par anatomie parce que c'est plus facile à retenir et à comprendre. Il y a donc les symptômes reliés au cerveau, comme les maux de tête ou les symptômes visuels. Et s'il y a une complication au niveau du cerveau, on parle d'éclampsie, c'est-à-dire des convulsions, ou bien d'un accident vasculaire cérébral. Ensuite, les symptômes reliés au cœur ou aux poumons, il y a la douleur à la poitrine ou la difficulté à respirer. Et puis comme complication, il peut y avoir une hypertension sévère de plus de 160/110, un œdème pulmonaire, c'est-à-dire de l'eau sur les poumons, ou bien encore une crise cardiaque. Au niveau des reins, il peut y avoir de la créatine élevée. Et au niveau des complications, on peut carrément avoir une insuffisance rénale ou le besoin d'une dialyse pour aider à filtrer le sang car le rein ne fonctionne pas. Au niveau du foie, il y a souvent des nausées ou des vomissements et même des douleurs au niveau du foie. Et comme complication, il peut y avoir un dysfonctionnement du foie ou carrément une rupture du foie. Heureusement, c'est très rare. Finalement, au niveau du fœtus et du placenta, il peut y avoir des anomalies du cœur fœtal, un retard de croissance ou un manque de liquide amniotique. Et comme complication, il peut y avoir un décollement placentaire, qui est une urgence obstétricale, ou dans le pire des scénarios, il peut y avoir un bébé mort-né. Notre rôle en tant que professionnel de la santé est évidemment d'éviter ces complications. Environ 5 à 7% des Canadiennes vont avoir un trouble hypertensif de la grossesse. Parmi les femmes qui sont plus à risque, il y a celles dont c'est la première grossesse, celles qui ont eu une prééclampsie dans la grossesse précédente, celles qui souffrent d'hypertension chronique ou d'une maladie du rein, celles qui ont plus de 40 ans, celles qui attendent des jumeaux ou des triplets, celles qui ont une condition médicale telle que le diabète ou celles qui souffrent d'obésité. Toutes les femmes enceintes ont leur tension artérielle qui est prise à chaque rendez-vous prénatal. C'est la façon de diagnostiquer une hypertension le plus tôt possible. Quand l'hypertension est diagnostiquée, on pose des questions pour se rendre compte de la gravité de la situation. Il faut savoir quels sont les symptômes, et il faut examiner la patiente pour voir s'il y a des signes qui sont inquiétants, comme une douleur au ventre par exemple. On écoute le cœur du bébé, on fait un bilan sanguin pour vérifier des marqueurs comme les plaquettes, les enzymes du foie ou la créatinine. On vérifie la protéine dans l'urine et aussi on fait une échographie pour s'assurer de la croissance du fœtus, du niveau de liquide amniotique et des Dopplers. Certaines femmes nécessitent une hospitalisation, le temps de contrôler la situation. Et souvent, c'est possible de retourner à la maison avec un suivi plus précis, comme la prise de la tension à la maison tous les jours, et de retourner. On ne connaît pas la cause exacte des troubles hypertensifs de la grossesse, mais on sait qu'ils sont reliés au placenta. C'est pour cela que l'accouchement constitue un traitement idéal. Durant l'accouchement, le placenta est expulsé et le trouble se dissipe peu à peu. Les traitements pour les troubles hypertensifs de la grossesse sont individualisés selon l'âge gestationnel de la femme et aussi selon la sévérité de la prééclampsie.
Si la prééclampsie est non sévère, et s'il s'agit simplement d'une hypertension gestationnelle, on essaie de garder la tension à moins de 160 sur 110, et dès qu'elle a plus de 37 semaines et qu'elle est à terme, on recommande un accouchement. Cet accouchement peut être provoqué. Si la prééclampsie est sévère, il faut absolument hospitaliser la patiente et évaluer la situation. Souvent, dans ces cas-là, continuer la grossesse est plus dangereux que d'avoir un bébé prématuré. Quand elle est à plus de 34 semaines, la recommandation est souvent un accouchement provoqué. Et quand elle a moins de 34 semaines, on essaie de la garder enceinte à moins que la situation soit instable et trop dangereuse. Quand elle est hospitalisée, on prend les moyens aussi de prévenir l'éclampsie. Et aussi, on consulte d'autres spécialistes comme un périnatologiste, un néonatologiste ou encore un interniste. Évidemment, ce qui est encore mieux que le traitement, c'est la prévention. Il y a des femmes qui sont à faible risque et des femmes qui sont à haut risque de développer les troubles hypertensifs de la grossesse. Pour les femmes à faible risque, on recommande une bonne alimentation en calcium, avec au moins 4 portions de calcium par jour. Si c'est insuffisant, elles peuvent prendre un petit supplément de calcium. Chaque femme enceinte aussi devrait prendre une multivitamine qui contient de l'acide folique et faire de l'exercice régulièrement, éviter de l'alcool et éviter le tabac. Les femmes qui sont à haut risque de développer des troubles hypertensifs ont des mesures qui sont supplémentaires. Par exemple, il se trouve que l'acide acétylsalicylique, c'est-à-dire l'aspirine à faible dose, qui est pris avant 16 semaines de grossesse et jusqu'à l'accouchement, peut réduire le risque de développer des troubles hypertensifs. Donc, elle continue en plus à prendre suffisamment de calcium, une multivitamine, de l'acide folique et évidemment d'établir le mode de vie dont je vous ai parlé. En plus, il y a quelques études qui montreraient qu'un repos accru à domicile pendant le 3e trimestre et une réduction du stress et de la charge de travail pourraient aussi les aider à éviter de développer un trouble hypertensif. Le diabète gestationnel est aussi un problème très courant pendant la grossesse. Il s'agit d'un diabète qui est détecté pour la première fois au cours de la grossesse. Cette étape peut avoir précédé la grossesse sans avoir été identifiée au préalable, ou, et le plus souvent, c'est une condition transitoire qui apparaît avec la grossesse et disparaît une fois le bébé né. L'hyperglycémie, c'est un taux de sucre qui est élevé dans le sang. L'insuline est la principale hormone qui permet de réguler le taux de sucre qui circule dans le sang. Suite à un repas, le pancréas produit de l'insuline pour que l'excédent de sucre qui circule soit prélevé et stocké par les cellules où il est transformé en énergie. Un diabète se déclare quand les cellules développent une résistance à l'action de l'insuline. Le taux de sucre dans le sang reste donc plus élevé que ce qui est souhaité. Au cours de toute la grossesse, le corps de la femme enceinte est en état de légère résistance à l'insuline suite à l'action de certaines hormones produites par le placenta. Cette sensible augmentation du taux de sucre dans le sang apporte l'énergie nécessaire pour que le fœtus se développe et grandisse. Ce sucre le nourrit, en quelque sorte. Le pancréas augmente toutefois sa production d'insuline pour qu'un certain équilibre soit maintenu. Mais pour certaines femmes, le pancréas ne parvient pas à sécréter assez d'insuline pour équilibrer les effets de ces hormones placentaires. Elles font alors de l'hyperglycémie, puis développent un diabète de grossesse. Le diabète de grossesse est généralement associé à aucun symptôme. Il est difficile d'établir la prévalence exacte de diabète gestationnel car elle varie vraiment d'une population à l'autre. En 2002, au Canada, entre 4 et 6,5 % des femmes avaient un diabète gestationnel. Mais si on regarde les femmes aborigènes, par exemple, 8 à 18 % d'entre elles en avaient. Parmi les facteurs de risque, il y a les femmes de plus de 25 ans, les femmes qui font du surpoids, celles qui ont des antécédents de diabète gestationnel pour elles-mêmes ou dans leur famille, celles qui ont un fœtus de grosse taille, celles qui ont des membres de la famille avec le diabète, celles qui ont eu un bébé mort-né. Et il y a toutes les femmes d'origine africaine, amérindienne, asiatique, hispanique ou sud-pacifique. Il existe plusieurs approches pour diagnostiquer le diabète gestationnel. Avec le dépistage universel, on teste toutes les femmes enceintes entre 24 et 28 semaines, sauf évidemment les femmes qui sont déjà diabétiques. Et si une femme est plus à risque, on la teste pendant le 1er trimestre. Il y a aussi un dépistage qui s'appelle le dépistage par facteur de risque. C'est un peu comme le nom l'indique, donc c'est seulement les femmes qui ont des facteurs de risque pour le diabète gestationnel qui vont suivre ce test. Ensuite, il y a certaines patientes qui préfèrent ne pas être testées et c'est leur choix. Et finalement, il ne faut pas oublier que c'est important de tester les femmes qui sont à risque postpartum car elles pourraient développer un diabète plus tard.
Le diabète gestationnel peut avoir des effets sur la santé immédiate et future de la maman et du bébé. Au niveau de la grossesse, on voit plus souvent de la macrosomie, c'est-à-dire un bébé plus gros, autant au niveau du fœtus qu'après la naissance. Il peut y avoir aussi un risque accru d'hypertension gestationnelle ou de prééclampsie. Au niveau de l'accouchement, il y a un risque accru de césarienne, un risque de blessures et de traumatismes comme la dystocie de l'épaule ou un nerf coincé. Au niveau du nouveau-né, on voit des problèmes d'hypoglycémie et de jaunisse. Et finalement, à long terme, autant pour la maman que pour le bébé, il y a un risque accru de diabète de type 2. Pour les femmes qui avaient un diabète avant la grossesse, elles sont aussi à risque de fausse couche, de complications du diabète comme la santé des yeux, de leurs nerfs ou de leurs reins, ou de malformations congénitales. Le diabète de grossesse est diagnostiqué à l'aide d'un test de tolérance de glucose. Quand le diagnostic est fait, la patiente est référée à une clinique de diabète de grossesse. Dans cette clinique, elle rencontre un endocrinologue, une infirmière et un diététicien. L'intervention de base consiste à suivre les taux de glycémie avant et après les repas et à modifier les habitudes de vie, comme le régime alimentaire et les activités physiques. Si la glycémie s'équilibre, alors le diabète est contrôlé par l'alimentation. Ces grossesses ont un profil de risque même que des grossesses normales et elles ne nécessitent qu'un suivi temporaire. Les modifications apportées sont suffisantes. Si les interventions de base ne suffisent pas à réguler le taux de glucose dans le sang, alors la prise d'insuline est nécessaire. Les diabètes de grossesse qui nécessitent de l'insuline sont des grossesses plus risquées. Les femmes ont une surveillance plus rapprochée et souvent il y a un déclenchement entre 38 et 39 semaines pour assurer le bien-être du bébé. Le suivi est également augmenté pendant l'accouchement. Une fois que le bébé est né, on suit sa glycémie pendant les premières heures de vie. Finalement, comme ces femmes ont risque de diabète dans le futur, elles sont testées quelques semaines après la grossesse également. Une fois que le bébé est né, on peut arrêter l'insuline. Parlons maintenant d'un sujet qui intéresse et intrigue tout le monde, les grossesses multiples. Au Canada et aux États-Unis, il y a de 1 à 3 % de grossesses multiples. Vous connaissez sans aucun doute les deux types de jumeaux principaux, les jumeaux identiques et les jumeaux fraternels. Les jumeaux identiques constituent un tiers des jumeaux. Ils sont identiques quand un ovule est fécondé et se divise par la suite. Ces jumeaux partagent le même placenta et partagent aussi la même génétique. Ils ont le même sexe, les mêmes cheveux, la même couleur d'yeux et le même type de sang. Je veux dire groupe sanguin. Pour les jumeaux fraternels, c'est différent. 2 tiers des jumeaux sont fraternels. Dans ce cas-là, il y a 2 ovules qui ont été fécondés par 2 spermatozoïdes différents. Ceux-ci se développent séparément et ont chacun leur propre placenta. Ils sont génétiquement différents, tout comme des frères et des sœurs. Le taux de jumeaux identiques demeure toujours le même, c'est-à-dire 1 sur 250 grossesses. Par exemple, le taux de jumeaux fraternels est influencé par plusieurs facteurs. Le facteur numéro 1, c'est, vous l'avez deviné, la procréation assistée. Avec l'invention de la fécondation in vitro et avec l'implantation de parfois plus d'un embryon, on comprend pourquoi il y a plus de jumeaux et parfois même des triplets. Heureusement, de nos jours, c'est un phénomène qui est moins courant car les technologies se sont améliorées. Ensuite, les femmes qui ont un âge maternel avancé ont plus de chances d'avoir des jumeaux. Cela s'explique par leurs taux hormonaux qui sont différents. Un autre facteur qui est très intéressant, c'est l'ethnicité. Si on prend le Nigeria, une grossesse sur 20 résulte en des jumeaux, alors que le Japon, c'est 6,7 grossesses sur 1000. On voit vraiment une grosse différence. Il y a aussi les antécédents familiaux, avec l'influence de la mère plus importante que celle du père. Il y a la parité, avec les femmes qui ont déjà eu plusieurs enfants, la nutrition et d'autres facteurs comme même la prise de pilule. Une femme qui tombe enceinte juste après avoir arrêté la pilule a plus de chances d'avoir des jumeaux qu'une femme qui a arrêté la pilule l'année dernière. Le diagnostic d'une grossesse multiple se fait toujours à l'aide de l'échographie au premier trimestre. Parfois, avant l'échographie, il y a des symptômes qui nous indiquent une grossesse multiple possible. La nausée va être plus prononcée car avec 2 embryons, il y a plus d'hormones de grossesse et donc plus de nausées. Aussi, avec 2 bébés, il y a une prise de poids supplémentaire. Ensuite,
également avec la présence de deux bébés. Comme toutes les grossesses à risque, les grossesses multiples nécessitent un suivi médical plus poussé. La patiente est référée à un obstétricien et les visites sont plus fréquentes. La fréquence des visites permet d'identifier des problèmes qui peuvent se développer le plus tôt possible. Évidemment, il y a plus d'échographies. Le premier trimestre, il y a une échographie très importante qui permet de déterminer le type de jumeaux. Certains types de jumeaux sont plus compliqués que d'autres, donc c'est très important de l'établir au plus vite. Durant le deuxième et le troisième trimestre, il y a des échographies toutes les 2 à 4 semaines afin de surveiller la croissance des fœtus. La complication qu'on voit le plus souvent chez les grossesses multiples, c'est l'accouchement prématuré. Une grossesse normale dure environ 40 semaines. Une grossesse de jumeaux va durer en moyenne 36 semaines et des fois moins. Les femmes enceintes de jumeaux sont plus à risque de diabète gestationnel et de prééclampsie. Les bébés ont un risque de retard de croissance. Au niveau de l'accouchement, il y a plus de césariennes, de forceps et de ventouses. Une fois que les bébés sont nés, la mère est plus à risque de dépression postpartum. Aussi, il y a des complications qui sont propres aux jumeaux. Par exemple, dans certains types de jumeaux, il peut y avoir un jumeau qui est plus grand et l'autre qui est plus petit. Quand cette différence est marquée, cela peut affecter leur santé et la méthode de naissance. Comme dernier sujet sur les grossesses à risque, nous avons choisi de vous parler de l'âge maternel avancé, car c'est une tendance sociale qui nous concerne tous. La définition va peut-être vous surprendre, car l'âge maternel avancé commence à 35 ans. De nos jours, beaucoup de femmes attendent d'avoir au moins 30 ans pour avoir leur premier enfant. D'ailleurs, déjà en 2004 et en Colombie-Britannique, les mamans avaient 35 ans ou plus dans 21,5% des naissances. Elles avaient 30 ans et plus dans 53% des naissances. Il est facile de comprendre pourquoi les femmes choisissent d'avoir un enfant plus tard. Elles sont plus éduquées, elles travaillent davantage. Il est important. L'âge de la femme est sans aucun doute le facteur le plus important et le plus influent dans sa fertilité. La femme est née avec tous ses ovules et elle les perd tout au long de sa vie, jusqu'à la ménopause. La diminution de réserve ovarienne est associée à un déclin de fertilité avec l'âge et aussi à une augmentation du délai avant la grossesse. Si une femme, par exemple, essaie de tomber enceinte à l'âge de 35 ans, cela lui prendra plus de temps que si elle essayait à 30 ans. Il est très important pour les femmes qui sont dans leur vingtaine et au début de la trentaine de savoir ce que cela signifie de retarder une grossesse. En effet, il sera beaucoup plus difficile de tomber enceinte fin trentaine et dans la quarantaine. Aussi, une femme est souvent stérile plusieurs années avant d'avoir arrêté ses règles. Pour les femmes qui ont de la difficulté à tomber enceinte, évidemment, il y a la fécondation in vitro. Et si une femme veut tomber enceinte alors qu'il ne lui reste plus d'ovules, il y a toujours le don d'ovocytes. Une fois que la femme est tombée enceinte, il y a aussi plusieurs complications qui sont associées avec l'âge. On voit beaucoup plus de fausses couches spontanées. Par exemple, entre l'âge de 35 et 39 ans, de 17 à 28% des grossesses finissent en fausse couche. À l'âge de 40 ans et plus, de 34 à 52% des grossesses finissent en fausse couche. Une autre complication plus courante avec l'âge, c'est celle des anomalies chromosomiques. La plus courante est celle du syndrome de Down, mais il y en a d'autres aussi. À l'âge de 35 ans, la femme a une chance sur 204 d'avoir un problème de chromosome dans sa grossesse. À l'âge de 40 ans, c'est 1 sur 65 et à l'âge de 45 ans, c'est 1 sur 2. Heureusement, il y a des dépistages qui peuvent nous aider à diagnostiquer ces grossesses. Finalement, comme je vous l'ai mentionné quand je parlais des grossesses multiples, une femme à l'âge maternel avancé a plus de chances d'avoir des jumeaux. Dans la quarantaine, il y a des complications qu'on voit encore plus souvent. Si c'est un premier enfant, il y a un grand risque que cet accouchement nécessite une césarienne, des forceps ou une ventouse. Pour un premier bébé à 40 ans, 50% des femmes nécessitent une césarienne. Dans la quarantaine, il y a aussi plus de diabète de grossesse et de prééclampsie. Il y a aussi plus de retard de croissance et de faible poids à la naissance.
Malgré les risques et les complications possibles avec un âge maternel avancé, il y a moyen d'avoir une grossesse en santé. Avant de tomber enceinte, si la grossesse est planifiée, on recommande toujours la prise de multivitamines, d'acide folique et d'éviter le tabac, l'alcool et les drogues. Aussi, c'est l'occasion d'être en santé et d'avoir un poids optimal. Pendant la grossesse, on recommande de continuer ces bonnes habitudes et d'avoir un suivi prénatal. Ceci est aussi vrai pour toutes les grossesses. Vous savez maintenant que l'âge de la mère est très important pour la santé de la grossesse, mais que faire de l'âge du père? L'âge paternel avancé est défini à 40 ans et plus. Les risques associés à l'âge paternel avancé sont plus faibles, mais ils existent quand même. Il y a plus de fausses couches, il y a plus de maladies héréditaires et aussi du trouble du spectre autistique et de schizophrénie. Mais je veux vous rassurer que ces risques sont très faibles. Si une femme enceinte est suivie par une sage-femme pendant la grossesse ou par un médecin de famille et qu'elle développe une grossesse à risque, elle est normalement vue par un obstétricien. Après cette consultation, soit les soins seront partagés et elle continuera à voir sa sage-femme ou son médecin de famille en plus de voir l'obstétricien, soit il y aura un transfert des soins et elle sera uniquement suivie par l'obstétricien. Cela dépend du type et de la sévérité de la complication. En tous les cas, nous travaillons en équipe. Même si les soins sont transférés à l'obstétricien, la sage-femme reste souvent investie et son rôle devient plus comme un rôle de soutien ou d'accompagnement. Elle continue à fournir le suivi postpartum adéquat à l'hôpital ou à la maison. Parfois, dans les cas les plus compliqués, on consulte même un périnatologiste, qui est un obstétricien qui est encore plus spécialisé. On ne peut pas éviter tous les risques, mais il y a quand même des choses à faire pour avoir une grossesse en santé. Cela vaut souvent la peine de rencontrer son médecin avant la conception, surtout si on a une maladie quelconque. Une fois enceinte, c'est important d'avoir un suivi prénatal régulier, d'avoir un bon régime alimentaire et de garder un poids santé, d'éviter les substances à risque et aussi, si possible, avant d'être enceinte, d'éviter les grossesses multiples. Heureusement, on le sait très bien, la plupart des grossesses se déroulent très bien et n'ont pas de complications. Toutefois, toute grossesse est normale jusqu'à ce qu'elle ne le soit plus. Il est important d'être à l'affût et de consulter un médecin ou une sage-femme si on a des symptômes inquiétants. Voici une liste de symptômes qui pourraient être inquiétants, comme saignement vaginal, un mal de tête persistant, des crampes ou des douleurs abdominales, des pertes vaginales aqueuses, des contractions régulières ou fréquentes, une diminution des mouvements du bébé, une douleur à la miction ou des changements visuels. Ceci n'est pas une liste exhaustive, mais ça vous donne une petite idée. Voici les références que nous avons utilisées pour vous préparer ce webinaire. Je vous invite tout particulièrement à visiter le site web de la SOGC car il y a également des informations pour les patients. Cela m'a fait grand plaisir de préparer ce webinaire sur les grossesses à risque et tout particulièrement de collaborer avec la sage-femme Patricia Rolf. Merci aussi de votre attention pour tous les webinaires sur la série pour la santé des femmes depuis le mois de septembre. J'apprécie votre écoute et aussi j'attends vos questions. Merci.